et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne vais pas du tout parler d'éthique, mais j'espère que je répondrai quand même un petit peu à la commande. Je vais surtout parler de politique parce qu'il me semble que ces questions d'engagement que je vais traiter, de choix des sujets de recherche, sont avant tout des questions politiques et bien peu des questions éthiques, mais on pourra en reparler lors de la discussion. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu assister aux présentations ce matin, donc je ne peux pas ajuster mon propos à ce qui a été dit ce matin, et je le regrette. Alors, je remercie donc les organisateurs de m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions sur cette question, s'engager par le choix des sujets de recherche. Et puis j'aborderai à la fois des dimensions épistémologiques et politiques. Alors cette question de l'engagement, d'une façon générale, elle est certes pas nouvelle du tout en sciences, mais elle s'est assurément intensifiée avec une présence médiatique aussi peut-être plus forte qu'il y a quelque temps, à différentes échelles, si j'ose dire, ou différents types d'acteurs de la communauté scientifique. Donc là, je rappelle simplement une tribune qui est apparue dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, venant d'un collectif d'élèves et d'étudiants des ENS de France, donc Saclay, Ulm et toutes Lyon et les autres. Qu'est-ce que ce collectif, donc des jeunes chercheurs, au moment de choisir leur sujet de thèse, s'interroge précisément sur quel type de sujet de thèse faut-il choisir? Faut-il privilégier ou non des sujets de thèse susceptibles de répondre très directement à, on va dire, des besoins sociétaux, selon la formulation répandue aujourd'hui? Très différemment, vous avez noté sans doute ces derniers temps une présence médiatique accrue de quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte depuis qu'elle a quitté la coprésidence du GIEC, sortant d'une certaine réserve et n'hésitant pas à s'engager en prenant parti, ou en tout cas en ayant un discours critique sur un certain nombre d'actions politiques dans notre pays. Et puis, si on revient à l'intérieur d'un laboratoire, si on est autour de la machine à café, vous avez aussi sans doute remarqué que l'on n'est pas du tout d'accord dans le monde académique sur le type d'engagement qui est souhaitable, sur les formes que cet engagement peut prendre. Et c'est pour ça que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui cette question. Donc je voudrais explorer les tensions qu'il peut y avoir entre engagement, et je vais distinguer différentes formes d'engagement, engagement politique, et deux choses. Premièrement, ce sera le premier moment de mon exposé, tension entre engagement et des éléments, je vais décrire ici comme des éléments de l'image culturelle des sciences, qui contribuent à la crédibilité, à l'autorité de la science dans nos démocraties aujourd'hui. Et quand je parle d'image culturelle, je n'adopte pas du tout une posture de distance critique par rapport à ces éléments-là. Viennent immédiatement à l'esprit, bien sûr, les notions d'impartialité et de neutralité comme condition minimale, en quelque sorte, de confiance envers la science, même si elle ne saurait certainement pas être suffisante. Et puis, dans un deuxième temps de mon exposé, je vais explorer une tension qui apparaît entre certaines formes d'engagement et une valorisation de l'imprévisibilité en sciences. Et je conclurai de manière assez inachevée par quelques remarques sur les attendus en démocratie à l'égard de certaines formes d'engagement politique de nous, chercheurs. Alors, je commence par une simple distinction terminologique, toute simple, entre la notion d'impartialité et la notion de neutralité. Donc il est commun en philosophie des sciences de distinguer les deux en disant que la notion d'impartialité, elle renvoie essentiellement aux raisons que l'on a individuellement ou collectivement pour accepter un résultat, accepter une hypothèse. Et là, ce que l'on attend, et à juste titre de la démarche scientifique, c'est que ces raisons, elles soient avant tout d'ordre épistémique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'influence de valeurs non épistémiques, c'est-à-dire des préférences politiques, culturelles, idéologiques, tout ce que vous voulez, sur les choix qui sont faits en termes d'hypothèses et de résultats d'une enquête scientifique. Cette notion d'impartialité, elle se distingue donc de la notion de neutralité qui, elle, renvoie aux implications et aux conséquences d'un choix, d'une décision dans l'enquête scientifique, et en particulier, je vais y revenir, au choix des sujets de recherche. Et quand vous défendez la thèse de la neutralité de la science, ça revient à défendre cette idée qu'il y a vraiment une sorte de modèle linéaire du développement des sciences et de ses applications. Vous dissociez la production de connaissances scientifiques de ses usages et de ses impacts que peuvent en faire différents acteurs de la société. Alors, quand on pense à ce que fait un juge, on voit très bien comment cette distinction. On attend de la décision d'un juge qu'elle soit impartiale, mais très certainement, la décision d'un juge n'est pas neutre, puisqu'elle impacte fortement les parties concernées.
Avec cette distinction en tête, ce que l'on peut dire sur la question de la neutralité de la science, donc la thèse de la neutralité de la science, elle est très bien capturée, je trouve, et je donne toujours cette citation qui est en fait un extrait d'une chanson, Tom Lehrer, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un mathématicien et chansonnier. Donc, je vous laisse découvrir cette... Je ne vais pas chanter, je chante très mal, mais donc, « When the rockets go up, who cares where they come down? That's not my department », says Werner von Braun, qui était un grand ingénieur, souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fortement contribué au développement des V2 en Allemagne. Autre version de cette thèse de la neutralité de la science, vous la trouvez typiquement dans très nombreuses prises de parole publiques des chercheurs, des scientifiques. Et là, vous avez une citation d'un de nos prix Nobel dans la période récente. Vous voyez, dans cette citation, il y a vraiment une distinction entre le fait de produire des connaissances et puis la question de qu'est-ce que, encore une fois, les autres acteurs de la société peuvent en faire. Alors, cette thèse de la neutralité est-elle tenable aujourd'hui ? Encore une fois, pour défendre cette thèse de la neutralité, il faut avoir des arguments pour dire que ce modèle linéaire de l'innovation, c'est-à-dire cette idée qu'on est essentiellement là dans les laboratoires pour remplir un réservoir de connaissances, et puis après, des applications de différents ordres en sont tirées. Est-ce que cette thèse de la neutralité de la science est encore tenable aujourd'hui ? Il y a énormément de raisons, à la fois épistémologiques et simplement descriptives de ce qui se passe dans les laboratoires, de la façon dont on justifie auprès des bailleurs de fonds nos programmes de recherche, pour dire qu'elle est difficilement tenable aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, justement, examinons maintenant différentes formes d'engagement politique, et on va, pour chacune de ces formes, se demander s'il y a un risque de manque d'impartialité et qu'en est-il de la neutralité. Alors, sans souci d'exhaustivité aucun, je vous propose de distinguer 3 registres d'engagement politique, en commençant par un registre qui est clairement un engagement politique, c'est-à-dire quand on descend dans la rue avec une banderole, hein, ça donne l'activisme au militantisme, on est, je crois, clairement dans un engagement politique. On l'est aussi de façon très claire lorsque l'on est invité sur un plateau télé, lorsqu'on prend la parole sur Twitter en tant qu'expert pour faire part de son avis sur des questions qui peuvent avoir des répercussions dans la vie des gens. En général, quand on met notre casquette expert scientifique, on est amené à une certaine forme d'engagement politique. Je vais y revenir. Et puis le sujet qui m'intéresse peut-être le plus, en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément sur le radar, qu'on ne ressent pas forcément comme étant un engagement politique, mais il l'est très certainement, c'est le choix des sujets de recherche, et ce sera principalement là-dessus que je vais continuer. Alors, commençons par cette question du choix des sujets de recherche. Une première remarque, c'est de dire que cette forme d'engagement politique, j'ai marqué ici que c'est un engagement quasi-scientifique, mais je m'aperçois que ce n'est pas très heureux. Ce n'est pas qu'on est citoyen de 14h à 15h et scientifique de 15h à 17h, ou alors moitié-moitié. C'est simplement, ce que je veux dire par là, et ce n'est pas très bien dit, c'est que cette forme d'engagement, personne ne peut l'avoir à notre place quand il s'agit de choisir nos sujets de recherche. C'est-à-dire qu'un citoyen lambda, il ne peut pas, à notre place, évidemment, choisir nos sujets de recherche. Alors, vous allez me dire, on n'a pas tous la même marge de manœuvre, hein, dans la possibilité de choisir ces sujets de recherche, selon votre appartenance ou pas, ce qu'on peut appeler une élite scientifique organisationnelle, selon si vous êtes jeune chercheur, si vous êtes étudiant qui pouvez choisir ou pas votre sujet de thèse. Alors bien sûr, hein, tout ça est à prendre en compte. Néanmoins, nous avons quand même une marge de manœuvre dans les choix des sujets de recherche. J'imagine que ça a été abordé ce matin. Et donc, qu'en est-il, quid des questions d'impartialité et de neutralité quand on s'engage en choisissant des sujets de recherche que l'on estime répondre à tel ou tel besoin sociétaux qui nous semble important? Le risque de manque d'impartialité est faible. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'il est important de faire de la recherche sur, par exemple, tel ou tel processus de décarbonation, ce n'est pas parce qu'on est engagé de cette façon-là que l'enquête scientifique que l'on va mener sur cette direction de recherche qui nous paraît importante manquerait d'impartialité. Par contre, et ça c'est pas souvent perçu comme tel il me semble, il y a une absence forte de neutralité, il y a une non-neutralité forte. Pourquoi ? Parce que précisément l'orientation de la recherche, le choix des sujets de recherche, quelle que soit l'échelle, impacte fortement les autres
impacte fortement hors du monde académique. Donc non-neutralité forte, mais faire passer son de cette non-neutralité. Pour ce qui est des différentes formes d'engagement en tant qu'expert scientifique, là aussi, personne ne peut le faire à notre place, donc engagement scientifique, différentes figures de l'expert. Et donc ce qui me semble important, c'est d'être bien au clair sur la position que l'on adopte quand on s'exprime en tant qu'expert scientifique. Et donc là, je vous propose, j'aime bien utiliser cette typologie qui a été présentée donc, par Roger Pielke dans un livre des Honest Brokers. Je n'ai pas le temps de détailler cette typologie, je vois que l'heure tourne. Je veux simplement attirer l'attention sur le fait qu'il y a plusieurs façons de se positionner en tant qu'expert scientifique. Par exemple, si vous faites le choix d'être un issue advocate, par exemple, eh bien, en fait, vous allez assumer, vous allez assumer de mobiliser vos savoirs. Par exemple, vous faites de la recherche sur la biodiversité, par exemple, vous allez assumer de mobiliser vos savoirs pour soutenir une certaine ligne d'action en faveur, par exemple, de la biodiversité. Contrairement à la figure du pure scientist, où là, vous êtes dans cette position de dire « Non, non, moi, je remplis un réservoir de connaissances et je n'ai aucune ambition ou je n'envisage pas tel ou tel usage ou action qui pourrait être fait des connaissances que je produis. » On pourra revenir dans la discussion éventuellement sur cette typologie, sachant qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous s'engagent en étant issue advocate, c'est-à-dire en choisissant de développer des recherches en vue d'une certaine ligne d'action. C'est typiquement aussi le cas quand on travaille, par exemple, sur les vaccins. Une dernière forme d'engagement politique, donc, que j'ai cité tout à l'heure, activisme politique, militantisme. Donc là, engagement à la fois, peut-être pas seulement scientifique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir avoir cette forme d'engagement politique. Évidemment, s'il y a un impact potentiel, ça vient d'un capital social du chercheur et non directement de sa position épistémique privilégiée. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'impartialité et de neutralité? Premièrement, on peut faire remarquer qu'il y a une perception forte d'un risque de manque d'impartialité, justifié ou non, je ne sais pas. Enfin, non-neutralité assumée, pour le coup. Et la question qui me semble ouverte empiriquement et qui, je crois, n'a pas de réponse extrêmement assurée pour le moment, c'est quel est l'impact de cette forme d'engagement sur la crédibilité et la confiance envers la science. Donc ça, c'est une question ouverte. On pourra en rediscuter lors du temps des échanges. Deuxième partie de mon exposé, je me concentre sur la question des choix des sujets de recherche. Quand les choix de sujets de recherche sont guidés par des considérations d'utilité directe, est-ce que ça compromet, à moyen ou long terme, la fécondité de la science? Et là, vous voyez qu'on est pris entre deux mots, en quelque sorte, un souci de ne pas être trop décalé avec les besoins de la société, je laisse cette boîte noire fermée, et puis ce souci de ne pas appauvrir épistémiquement la recherche, au moins à moyen et long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le débat public. Je vous donne simplement un ou deux extraits de prise de position dans le débat public. Celle-là remonte à 2004, lors des États généraux de la recherche, et qui fait appel à ce qu'on peut appeler l'argument de l'imprévisibilité. Donc jamais une découverte scientifique n'a été obtenue en tentant de résoudre un problème social urgent, et ce n'est pas par hasard. Donc peu de nuances historiques, il n'y a jamais... la science ne peut fonctionner qu'en élaborant elle-même ses propres questions, à l'abri de l'urgence et de la déformation inhérente aux contingences économiques et sociales. C'est à ce prix, en passant par des détours parfois surprenants, que certaines questions peuvent, souvent après de multiples reformulations, être en partie résolues. L'électricité n'a pas été inventée en cherchant à perfectionner les bougies, ce qui est historiquement vrai. Autant que je sache. Oui, je ne sais pas. Autre exemple, après j'arrêterai avec des citations, à l'approche d'anciens administrateurs du Collège de France, donc qui va aussi de façon extrêmement vive, je qualifierais de lysankisme rampant, l'incitation permanente, à travers les programmes déclinés en questions sociétales, à mobiliser les savants autour de grandes causes industrielles ou humanitaires. Et puis, un certain nombre d'exemples démontrent à l'envi que les découvertes récentes les plus porteuses d'espoir ont été faites dans un esprit de pure curiosité cognitive. Et il cite le phénomène d'interférence à ARN. Et donc, la question que je voudrais partager avec vous, c'est quelle est la validité de cet argument de l'imprévisibilité. D'abord, quel est cet argument? Excusez-moi. Voilà. Donc, on peut le résumer de la façon suivante. Les découvertes majeures en sciences sont souvent non planifiées. On est tous d'accord, et ouvre des nouveaux champs d'investigation. Et donc, il y a cette idée que si vous orientez l'enquête scientifique par des considérations externes, ce que j'ai pu appeler des problèmes exogènes,
eh bien, cette orientation est jugée contre-productive et vaine. Pourquoi? Parce que les développements de la science étant imprévisibles, on ne saurait dire où elle doit arriver pour répondre aux besoins de la société. Et donc, quand on parle ici de considération externe, du problème exogène, c'est que l'on va, encore une fois, guider la définition des questions de recherche à la lumière de ces besoins exogènes et non pas à la lumière ou avec des considérations de développement interne, de dynamique interne propre à un champ scientifique. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas qu'une recherche dont l'agenda est fixé en fonction de considérations externes est moins propice à la survenue de l'inattendu qu'une recherche dont l'agenda est librement fixé de façon interne par des scientifiques qui suivent leur curiosité? Alors, évidemment, ça, c'est un côté question empirique. C'est le cas ou c'est pas le cas? Alors, si on pouvait prendre la moitié du CNRS pendant 30 ans et la faire travailler et que la moitié du CNRS suive très librement sa curiosité avec tout l'argent, et puis l'autre moitié du CNRS ou de Paris-Saclay ou tout ce que vous voulez, ou de l'ENS, et puis là, on est dans le deuxième régime où il y a des besoins sociétaux, débrouillez-vous pour y contribuer le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça donnerait à la fin en termes de fécondité, en termes de création, de nouvelles idées, etc. J'en sais rien. J'en sais rien, et donc on peut se rabattre sur des arguments épistémologiques et se demander quelles sont les conditions qui favorisent la survenue de l'inattendu en sciences. Et là, donc, j'ai pu, avec un de mes anciens doctorants, Baptiste Bédessem, qui est maintenant chercheur à l'INRAE, travailler sur cette question, et on peut montrer, je ne rentrerai pas du tout dans le détail ici, mais volontiers lors de la discussion, on peut montrer que l'importation de problèmes exogènes peut en réalité plutôt favoriser la survenue d'inattendus au cours d'une enquête scientifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'analyse épistémologique, le temps est compté, mais d'ailleurs, l'histoire des sciences nous fournit pléthore d'exemples où une recherche avec un horizon d'application très, très défini a donné, chemin faisant, des découvertes fondamentales tout à fait intéressantes. Je reprends l'exemple qui avait été donné par l'administrateur du Collège de France, les pétunias. Donc je vous renvoie à un article aussi de Baptiste Bédessem qui analyse très, très précisément cette question-là. Donc il s'agit donc au départ, c'est un objectif extrêmement pratique d'une entreprise privée qui travaille sur comment améliorer la couleur des plantes, donc objectif commercial s'il en est. Et donc l'idée, c'était d'intensifier la couleur des pétunias par introduction d'un gène codant pour le pigment. Et découverte inattendue d'un phénomène dit de co-suppression. Alors, je suis un peu loin de mes bases, donc je ne pourrais pas tellement vous en dire plus. Vous croisez ça avec une autre hypothèse de recherche et ça donne la découverte de ce fameux phénomène d'interférence à ARN qui était évoqué pour défendre une recherche désintéressée. Donc quand on regarde un peu ce qui se passe historiquement, ce n'est pas tellement le cas. Vous reconnaissez sans doute pas, ils sont tout petits sur la deuxième image, Penzias et Wilson, qui ont eu le prix Nobel pour la découverte du fond cosmologique à 3 Kelvin, alors qu'ils étaient très occupés à quelque chose de très pratique, c'est-à-dire d'améliorer la qualité des communications, je vais y arriver, radio transatlantiques, et puis Fleming, bien sûr, qui lui aussi était très occupé par des enjeux très pratiques, de soigner des blessures de guerre, travailler sur les staphylocoques, et puis la découverte si connue, par hasard, de la pénicilline. Alors, l'inattendu n'est donc pas forcément là où on l'attend, en tout cas, il n'est pas seulement du côté d'une recherche qui ne serait pas guidée par des usages extérieur des problèmes exogènes. Alors vous allez me dire, oui, très bien, l'inattendu peut peut-être davantage surgir, et il y a plein de bonnes raisons épistémologiques, encore une fois, que je n'ai pas le temps d'exposer, mais c'est que la moitié de l'histoire, parce que quand l'inattendu surgit au cours d'une enquête scientifique, encore faut-il que l'organisation et le management de la recherche, comme on dit aujourd'hui, permettent de faire fructifier cet inattendu. Mais là, mon point, c'est que du coup, on va vers un autre espace de débat. La question du micromanagement de la recherche, on vous demande, on le sait tous, même en philosophie, de dire ce qu'on aura trouvé à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, etc. Mais ça, on nous le demande autant en cosmologie, en philosophie, que dans des champs scientifiques qui ont des horizons très appliqués. Donc il ne faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire que la priorité donnée à la résolution de problèmes exogènes bien définis il n'y a aucune raison de penser, ni historique ni épistémologique, je ne suis pas très nuancée, mais ce n'est pas grave, il n'y a aucune raison de penser, ni historique ni épistémologique, que cela porterait atteinte à la fécondité en général de l'enquête scientifique. Dernier point que je voudrais, donc pas de tension, donc ma conclusion intermédiaire, je regarde l'heure, c'est bon, pas de tension entre engagement via choix de sujet de recherche répondant directement à des enjeux sociétaux et fécondité épistémique de la recherche.
sous condition évidemment d'avoir les bonnes conditions d'organisation de la recherche. Mais ça, encore une fois, c'était une autre question. Quid, dernier point que je voudrais partager avec vous, quid des applications pratiques imprévisibles? Parce que là, on a parlé de l'imprévisibilité de la recherche, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu, une observation surgit au cours d'une enquête scientifique. Maintenant, on revient à ce modèle linéaire de l'innovation qui est sous-jacent à cette question-là. On remplit le réservoir de connaissances, mais on ne peut évidemment pas prévoir les applications qui en seront tirées. Et l'exemple incontournable dans toute tribune ou prise de parole sur ces questions-là, c'est le laser, qui aurait pu dire, bien sûr, et c'est historiquement tout à fait vrai, qui aurait pu dire, quand on a commencé à développer la mécanique quantique au début du XXe siècle, que 40 ou 50 ans après, on aurait le laser. C'est tout à fait vrai. Mais la question, et ce sera la fin de cette partie 2, la question que je voudrais partager avec vous, c'est une question normative, voire une question politique, et qui est la suivante. Bien sûr, le laser, ça s'est passé comme ça au XXe siècle. Absolument. La question, c'est ce qui vaut à une certaine époque vaut aussi normativement aujourd'hui. Donc la question est la suivante. Faut-il continuer à valoriser l'imprévisibilité en sens type laser, c'est-à-dire on produit des connaissances et puis vous allez voir s'il va faire des choses formidables, un prochain laser. Alors, il faut bien avoir en tête que cette valorisation, elle correspond, et peut-être qu'on ne l'a peut-être pas suivie en tête, elle correspond à une attente centrale à l'égard de la science dont on a bien tous connaissance dans nos économies de marché, dans nos sociétés actuelles. C'est donc une attente en matière de compétitivité économique. Il s'agit que la science puisse permettre des innovations de rupture, je reprends tout ce vocable que l'on connaît, qui ouvre de nouveaux marchés, etc., etc. Donc il y a toute cette forme de valorisation. Et donc vous voyez que quand on mobilise l'argument de la prévisibilité pour défendre la recherche fondamentale désintéressée, à un moment on rencontre cette question qui était déjà posée dans les années 70, quand il y avait un certain nombre de chercheurs qui étaient très fortement engagés en physique, en particulier politiquement, contre donc Toward the Science for the People. C'est un texte tout à fait intéressant à lire à ce sujet. Et donc la question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais qui m'interpelle, mais c'est à qui profite cette recherche fondamentale désintéressée in fine? Et ce que l'on peut dire, au contraire, et j'aimerais en discuter avec vous, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, et encore une fois, on aurait peut-être des choses très différentes en 1950 et encore plus en 1920 ou dans les périodes antérieures, mais aujourd'hui, il y a énormément d'attentes précises, ciblées à l'égard de la science, puisqu'on considère que la science peut contribuer à certains problèmes sociétaux. Et donc, on peut légitimement attendre, en tout cas dans une société démocratique, des attentes plus diversifiées à l'égard de la science. Et on peut éventuellement préférer, si nécessaire, à un certain moment de notre histoire, des objectifs ciblés à court terme, au service direct de certains groupes d'intérêt, et pas simplement de certains acteurs dominants, plutôt qu'un prochain laser. Je finirai, j'ai perdu un peu le fil du temps, mais je pense que je suis bon. Je finirai donc sur quelques remarques conclusives très ouvertes et très inachevées. Quels attendus dans une démocratie en matière d'engagement? Au minimum, en ce qui concerne ce mode d'engagement en tant qu'expert scientifique et cette typologie que j'ai évoquée sans avoir le temps de la présenter, le minimum que l'on puisse nous demander à nous, chercheurs, c'est d'être au clair sur dans quelle case on est. Et en particulier d'être au clair si on est vraiment dans la case pure scientist ou on est dans la case issue advocate. Alors sachant que la façon dont chacun est très libre de se positionner en tant que chercheur, il ne s'agit pas qu'on soit tous dans la même case, va dépendre, et ça je n'ai pas le temps de développer, de votre conception que vous avez de la démocratie, mais aussi de votre conception que vous avez du rôle de la science dans une société. En tout cas, le point que je veux faire passer, c'est que, il nous faut être transparent sur notre type d'engagement quand on prend la parole en tant qu'expert scientifique, et il est aussi souhaitable, dans une démocratie pluraliste, qu'on ne soit pas tous, si on est dans la case issue advocate, qu'on ne soit pas tous, non pas au service, mais en tout cas soucieux de produire de la connaissance scientifique qui puisse renforcer une certaine ligne d'action en faveur de X ou en faveur de Y, sachant que dans la société, tout le monde n'a pas envie de cette même ligne d'action et que d'autres groupes dans la société ont aussi besoin d'expertise scientifique pour avoir plus de poids dans le débat public. Donc il y a une exigence de pluralisme
que l'on peut aussi attendre, il me semble, des communautés scientifiques sur ce type d'engagement. Et un dernier point sur cette notion d'impartialité globale que j'aimerais développer davantage. Qu'est-ce que je veux dire par impartialité globale? Alors peut-être pour aborder, c'est vraiment ma dernière diapo, pour aborder cela, on peut illustrer à ce à quoi ressemble un manque d'impartialité globale. Donc encore une fois, on ne parle pas du tout ici d'un manque d'impartialité quand on travaille en tant qu'individu ou collectif de recherche, même si évidemment tout n'est pas toujours parfait. Mais je voudrais attirer votre attention sur des effets en fait émergents de manque d'impartialité globale. Pour l'illustrer, je prends un cas très particulier où ce manque d'impartialité globale résultait d'une stratégie tout à fait délibérée de fabrique de l'ignorance. C'est quelque chose qui est maintenant souvent discuté. Mon collègue Mathias Jurel a contribué à faire connaître ses travaux en France. Donc en deux mots, c'est cette stratégie utilisée par l'industrie du tabac après la guerre et jusque dans les années 70-80 pour donc stratégie de l'industrie du tabac qui a consisté à financer massivement des recherches sur d'autres causes éventuelles que la cigarette du cancer. Donc, beaucoup de recherches, par exemple, dans des prédispositions génétiques au cancer du poumon. Cette recherche, elle a été d'excellente qualité. Ça donnait des articles dans Science, dans Nature, tout ce que vous voulez. Donc, aucun problème d'impartialité de cette recherche-là. Mais ça a créé un effet d'impartialité globale en laissant hors du radar ou du projecteur des choix des sujets de recherche, de la recherche sur la cigarette, comme sur le tabac, comme cause du cancer. Et tout l'enjeu, et je finirai là-dessus, tout l'enjeu, c'est d'éviter que des sujets de recherche soient négligés, car ne nous intéressant pas, nous, les communautés scientifiques, et où, ça va bien sûr ensemble, mais les financeurs publics comme privés, et là on peut imaginer qu'une forme d'engagement fort dans les choix des sujets de recherche, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de communauté, nous en tant que monde académique, c'est en quelque sorte de faire en sorte que la commande publique puisse pallier ces trous dans la raquette qui émergent de façon non délibérée, bien sûr, et par plein de mécanismes qu'on pourrait détailler. Et donc on pourrait imaginer, par exemple, un observatoire des sujets négligés, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, où les SHS auraient toute leur part, qui essaierait d'influencer sur la commande publique de sorte à éviter au maximum ces phénomènes émergents d'impartialité globale. Et je vous remercie.